15e semaine déjà, ravi comme chaque semaine d'être avec vous pour cette émission dédiée au football amateur et à ses acteurs du quotidien. Comme toujours, on prendra plaisir à échanger avec un invité, encore une fois, de qualité, avec de nombreux sujets. On essayera de s'en tenir au timing, ce qui est souvent le plus difficile quand on parle foot. Là encore, comme chaque semaine, n'hésitez pas à nous envoyer des coups de cœur, des coups de gueule, des messages que vous souhaitez faire passer. Le but est là, évidemment, c'est de servir un petit peu de porte-parole de ce qui se passe et ce qui se dit dans le milieu, toujours avec un sentiment positif. Évidemment, c'est le but et le principe de l'émission. Je ne vais pas le faire attendre plus longtemps. J'en lance un tout petit jingle et on accueille juste après notre invité. Je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Marc Rosens. Bonjour Marc, comment allez-vous et est-ce que vous m'entendez? Je vous entends très bien. Très bien, mais tant Merci. mieux. Merci d'être avec J'avais nous bien par la aujourd'hui. même occasion. Ben voilà, merci d'être avec nous aujourd'hui. On va discuter un petit peu foot. Oui, c'est bien. Ça, c'est bien parce que pendant 2 ans, on n'en a pas beaucoup parlé. Ben voilà, exactement. Donc ici, on aura un petit peu de temps ensemble. Bon, comme je dis toujours en plaisantant, le plus difficile quand on parle foot, c'est d'en se tenir de se tenir à des timings. Ici, on aura un petit peu moins d'une heure, on aura quelques sujets. Bon, évidemment, on va devoir limiter de temps en temps. D'accord. Ok, je fais évidemment un bref rappel si c'est encore nécessaire. Évidemment, vous êtes senior manager du Brabant, donc le responsable du comité provincial Brabant et Bruxelles, et vous êtes également CEO du Brussels Football. Un petit peu le monsieur foot Bruxelles et Brabant depuis de nombreuses années. Est-ce que je peux le dire? Déjà plus de quoi, 37 années? C'est-à-dire que je suis depuis 38 ans à la Fédération belge de football D'accord. et ça fait une petite trentaine d'années que je m'occupe principalement du football dans le Brabant et puis maintenant dans le Brabant francophone. C'est ça. Et si on revient un petit peu sur le... Voilà, on aime bien en première mi-temps toujours revenir un petit peu sur le parcours de nos invités. On connaît certes vos fonctions. Maintenant, est-ce qu'on en sait autant sur votre parcours? Finalement, peut-être pas. D'abord, est-ce que vous avez joué au football? J'ai lu que oui, mais dites-nous un petit peu. Oui, oui, j'ai joué au football, mais je n'ai pas fait une carrière extraordinaire dans le sens où j'ai préféré aller m'amuser avec les copains à l'APSA. Et donc, on a en son temps, je parle de 1976, créé avec des copains notre club à l'APSA parce qu'on avait envie de jouer. C'était tous des garçons qui venaient de l'Union Saint-Gilloise, certains d'Anderlecht, d'autres qui jouaient en provincial. Moi, je jouais à l'époque déjà en provincial. Et puis voilà, c'est une bande de copains qui avons vécu une belle aventure pendant 17 ans et où on s'est en fait vraiment bien amusé. Et Aujourd'hui, à quelle position vous jouiez? défenseur central. Défenseur central. Donc plutôt quoi? Oui, Plutôt rugueux sur l'homme? je faisais pas vraiment dans la dentelle, j'étais plus, disons, physique. C'est ça, exactement. Et donc, qu'est-ce qui fait que par la suite, vous êtes arrivé finalement bon, jusqu'à les fonctions que vous occupez pour l'instant, mais comment ça a démarré? Ben, écoutez, en fait, j'ai une formation de comptable, j'ai aussi fait un graduat en droit administratif, et donc j'ai commencé ma carrière à l'hôpital Bruckmann, et ensuite je suis passé euh, à l'administration, enfin, aux abattoirs d'Anderlecht, où je m'occupais de la comptabilité commerciale. Euh, et ensuite, lorsque les abattoirs d'Anderlecht ont été revendus au privé, je me suis retrouvé à la commune d'Anderlecht en tant que fonctionnaire et c'était pas vraiment fait pour moi. Donc là, je ne suis resté qu'une semaine. Évidemment, j'ai eu une chance, c'est que j'avais un papa avant moi. Et mon père a commencé à 17 ans à travailler à la Fédération belge de football et a eu une belle carrière jusqu'à 48 ans. Donc ça veut dire que moi, depuis mes 5-6 ans, ben, le samedi matin, j'allais régulièrement avec mon père travailler parce qu'à l'époque, on travaillait encore le samedi matin. Et je pliais déjà à l'époque les maillots de l'équipe nationale. Donc je peux dire que je suis né dans le football, quoi. Magnifique, magnifique. Et les premières années, alors, en fonction, je vais dire. C'est-à-dire, comme je ne suis pas vraiment plus l'administration communale, je n'avais pas cette fibre-là. Donc, j'ai téléphoné à mon père pour demander s'il n'y avait pas une place qui s'ouvrait. Et j'ai eu la chance, il y avait juste une place qui s'ouvrait à la trésorerie générale, qui était en fait la comptabilité de l'Union belge de football. Et c'est comme ça que je suis rentré à la trésorerie générale, où pendant 8 ans et demi, j'ai travaillé, j'ai fait tous les postes. Et entre-temps, je suis aussi devenu secrétaire de la commission bancaire, de la fameuse commission qui s'occupe de tout ce qui est corruption et dopage. Et donc là, j'ai fait mes premières armes en tant que secrétaire, où j'ai appris beaucoup de choses, notamment à faire des PV, etc. C'est ça. Et
On va dire, vous l'avez dit, hein, 38 années, vous avez dû en voir de toutes les couleurs. Je peux écrire un livre, je crois. Mais je vais garder certaines choses pour moi Mais quand il y en a même. beaucoup qui écrivent des livres sur leur carrière. Finalement, le livre un jour de Marc Rosens avec toutes les anecdotes, les histoires et autres, honnêtement, ça peut être intéressant aussi. Je préfère les raconter devant un comptoir dans une buvette avec quelques amis entourés de ça. Bon, je ne suis pas le genre de gars à regarder derrière moi et à dire ouais, dans le temps, c'était ceci ou cela. C'est vrai qu'il y a quelques anecdotes marrantes qu'on peut raconter. Ben, c'est ce que je dis, je vais garder ça en disant plus ou moins en intime et voilà. Mais ici, on est entre nous, hein, donc si à un moment donné, vous en avez une à Oui, raconter, bien sûr. moi, je suis preneur, hein. Mais bien sûr. Mais je vous dis, les temps ont fort changé et le football a fort changé en quelques années, et Évidemment. notamment avec la scission du football. Mais c'est vrai aussi que bon, le fonctionnement des comités, tout ça a fortement changé. Le fonctionnement de l'Union belge a fortement changé. Donc, on ne peut pas comparer. Bien sûr. Et donc, il faut aller avec son temps. Bien sûr. On aura d'ailleurs évidemment en deuxième mi-temps, hein, plusieurs sujets ensemble. Je ne vais pas dire moins amusants, mais voilà, on est obligé de parler un petit peu aussi de l'actualité, de ce qui fait réagir aussi dans le milieu, ce que vous connaissez très bien également. Mais si justement par rapport à tout ce que vous avez vécu, peut-être sans rentrer dans le détail, est-ce que quoi? Est-ce qu'on se dit on a quelques regrets, certains moments importants qui peut-être auraient pu se passer différemment? Dites-nous un petit peu. Non, je ne suis pas le style d'avoir des regrets. Je suis content de mon parcours. J'ai toujours fait ce que j'estimais devoir faire. J'ai eu la chance, quand je suis rentré en fonction en tant que secrétaire provincial, que j'avais déjà un parcours. J'avais été joueur, membre de comité, secrétaire, trésorier de club. J'ai eu mon gamin qui a commencé à jouer au football. Donc, j'ai fait le parcours de bon nombre de parents où j'ai d'abord été délégué. Et puis, bon, évidemment, en tant que joueur de football, on a envie d'un peu plus toucher le ballon. J'ai coaché un petit peu aussi et tout ça. Donc, bref, j'ai touché un petit peu à toutes les branches du football. Ça veut dire aussi que ben, quand j'ai commencé ma tâche de secrétaire provincial, à l'époque, j'ai succédé à ce qui paraît un monument. Je suppose qu'on dira la même chose de moi quand je partirai. Et puis le monument, on l'oubliera bien vite. Et c'est normal, et tant mieux. Et bon, voilà, ma connaissance du terrain m'a quand même fort aidé. Euh, Aussi pour aider les dirigeants de club, parce que j'ai beaucoup Bien de sûr. respect pour les dirigeants de club, bien entendu. C'est ça, évidemment. Ben, c'est toujours voilà, intéressant de savoir que voilà, les personnes à la tête des structures footballistiques ici, brabançonnes et bruxelloises, ont aussi cette affinité, cette passion avec le ballon, évidemment. Et un petit mot aussi sur le Brussels Football. Beaucoup le connaissent, évidemment, mais dites-nous un petit peu pourquoi est-ce que, je pense que c'est en 2016, avec notamment Benjamin Vasseur, que j'avais reçu dans l'émission, hein, qu'on salue Oui, aussi. mais Dites-nous un petit peu l'intention de. ben voilà, l'histoire a commencé plus tôt, évidemment, que Benjamin Vasseur. Et force est de constater que j'étais un peu le seul bruxellois au niveau du comité provincial. Et de temps en temps, c'est vrai que je devais un petit peu lever le ton pour dire, et les gars, c'est pas parce que c'est un bruxellois qu'il faut le punir plus. Ou, voilà. Bon, de temps en temps, je ressentais quand même un petit peu C'est une bien, je suis bien certaine d'accord. ségrégation, mais bon, voilà. Le feeling n'était pas le même. Et donc, vous savez, c'est simple, un joueur bruxellois qui allait jouer du côté d'Arscott ou de Tir-le-Mont et qui ratait un ballon, il disait putain. Ça ne se dit pas normalement. Mais bon, voilà. Si, si, Mais, entre nous, ça se dit. mais l'arbitre flamand, lui, considérait que c'était une injure Tout à envers sa fait, tout à personne. fait. Alors que chez nous, à Bruxelles, bon, ben, bien que ça ne devrait pas l'être, Je l'ai c'était vécu en un. tant que joueur, donc je ne peux Voilà. que confirmer. Voilà. Je suis Et donc, bruxellois, j'ai joué aussi du côté flamand, donc voilà, effectivement, c'est de l'histoire vécue aussi. Et donc, j'ai dû régulièrement intervenir auprès du comité pour leur expliquer qu'à Bruxelles, c'est différent. Et aujourd'hui encore, force est de constater que Bruxelles, c'est différent de la Wallonie, c'est différent de la Flandre, et que c'est des frais compliqués à expliquer. C'est vrai, c'est vrai. Et ça le Et restera donc d'ailleurs. Brussels, j'en reviens à Brussels Football. En fait, j'avais rencontré Benjamin, qui était à l'époque avec son papa dirigeant au Stade des Verrois. Et lors d'un souper au Stade des Verrois, j'étais assis en face de lui, on a parlé, je me dis, tiens, ce jeune-là, il est intéressant. Et puis, j'ai réussi à le convaincre à l'amener à la Ligue. Et puis, bon, eh ben, il a fait la carrière que vous connaissez, vous l'avez déjà fort probablement expliqué. Et alors, avec l'arrivée de Steven Martens à la tête de la fédération, Steven Martens m'a appelé et m'a dit, voilà, tu es à la fédération le Bruxellois. Et j'aimerais que tu crées une structure à Bruxelles, représentative de Bruxelles, et qui ait une relation, disons, avec le politique bruxellois, mais aussi avec les clubs bruxellois, essayer de créer une entité bruxelloise.
Et donc, avec Benjamin, on a à ce moment-là vraiment lancé le Brussels Football. Euh, et je veux dire, notre alliance, j'ai failli dire notre mariage, mais c'est presque ça, C'est un petit peu notre ça. alliance a fait qu'il avait la fougue, l'initiative de la jeunesse, et moi j'avais l'expérience et la connaissance, je veux dire, des structures de la fédération, ce qui a fait voilà, la mayonnaise a monté, on a réussi à créer le Brussels Football avec ce qu'il est aujourd'hui, bien entendu. Hein, et donc, je crois qu'on peut être fier du boulot qui a été fourni, mais tout ça n'est possible évidemment qu'avec la collaboration des clubs. Hein. Il Tout à faut fait. toujours le préciser et le rappeler. Quoi. Tout à fait. Et là encore, bah, évidemment, merci, hein. Nous, on ne peut qu'apprécier, même si on connaît suffisamment le milieu, il y a toujours des desiderata et certaines personnes qui ne seront pas contentes de certaines choses. En tout cas, ce genre d'initiatives doivent être aussi félicitées. Donc voilà, évidemment, bravo, bravo à vous pour le Brussels Football et puis pour tout ce que le Brussels Football fera encore dans le futur. On va déjà tout doucement, je vous avais dit que ça passait vite, hein, mais on va déjà tout doucement arriver à la fin de cette première mi-temps. On a évidemment pas mal de choses à voir en deuxième mi-temps et encore en troisième mi-temps, mais on clôture toujours cette première mi-temps. L'idée était d'en apprendre un petit peu plus sur vous, votre parcours. On clôture toujours cette première mi-temps par un petit quiz très simple. Le quiz s'appelle Tu es plutôt. Très facile, je donne deux propositions. C'est un quiz de rapidité, 15 questions. Il faut me répondre du tac au tac. Et évidemment sans joker. Chez nous, tout se fait sans joker, surtout à Bruxelles, pas de langue de bois. Hein. Non, non, pas de langue de bois, clairement. Voilà. J'ai eu Benjamin Vasseur qui a joué le jeu aussi. Hein, donc, Non, non, mais je ne suis pas de langue de bois. Non, non. très bien. Les gens qui me Vous connaissent, pouvez, les gens qui me après, connaissent savent. ben voilà. Vous pouvez, après le quiz, si vous le souhaitez, revenir sur un des choix que vous avez dû donner, si vous voulez donner un petit mot d'explication. OK? D'accord. Allez, on est parti. Vous êtes plutôt tacle ou dribble? Pardon? Tacle ou dribble? Tacle. Amical ou officiel? Officiel. Jupiler League ou division amateur? Division amateur. Johan Cruyff ou Diego Maradona? Johan Cruyff. Arbitre ou supporter? Supporter. Barcelone ou Real Madrid? Real. Pour les Diables, Mexico 86 ou Russie 2018? Mexico 86. Équipe première ou équipe de jeunes? Équipe de jeunes. Eden Hazard ou Kevin De Bruyne? Oh là là. Kevin De Bruyne. Ok. Messi ou Ronaldo? Ronaldo. 4-4-2 ou Écran. 4-4-2 ou 3-4-3? 4-4-2. Deux Bénévole ou flancs dirigeant? euh, bénévole et dirigeant. Celle-là, elle est entre les deux. Hein. Non, non, mais c'est la même chose, quasi. On y reviendra, justement. On y reviendra. Je viendrai là-dessus. Ouais. Innovation ou tradition? Innovation. Mieux former les coachs, les arbitres ou les dirigeants? Dirigeant. Ambiance bureau ou ambiance buvette? Mulette. Et la dernière, foot amateur ou foot pro? Amateur. Amateur. Ah bah, très bien, merci. Merci d'avoir joué le jeu quasiment sur les 15 questions. Il y en a une où là, il faut qu'on y revienne. Parce que c'est amusant, on a vu exactement le même retour. J'avais posé la même chose à David Delferrière, qu'on salue aussi, qu'on avait eu dans l'émission, qui lui aussi avait joué le jeu. Et sur Bénévole et dirigeant, il nous avait répondu, c'est la même chose. Oui, c'est la même chose parce que, allez, pour être un dirigeant de club aujourd'hui, on a des responsabilités extraordinaires. On s'occupe d'écoles de jeunes. Quand je vois qu'à Bruxelles, notamment, la plupart des clubs ont 3, 4, 500, jusqu'à presque 1000 enfants. Je veux dire, c'est plus grand qu'une école. Il faut diriger tout ça, il faut s'occuper aussi du sport. Les dirigeants, en fait, récupèrent l'argent. Et pourquoi? C'est pour payer les gens qui travaillent dans le club, etc. Et en général, quasi tout le temps, ils ne se rémunèrent pas eux-mêmes. Et ce sont des gens qui sont occupés 7 jours sur 7, tout le temps, tout le temps. Et c'est pour ça que moi, je suis vraiment fort reconnaissant et fort respectueux vis-à-vis des dirigeants, même ceux qui des fois se trompent. Mais celui qui se trompe, c'est qu'il bosse. Celui-là qui ne fait jamais rien, c'est clair qu'il ne se trompera jamais. Et donc, il faut être très compréhensif avec les dirigeants. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas admettre, mais sinon, il faut avoir beaucoup de respect pour ces gens-là, parce que c'est facile de critiquer, mais j'attends de voir les gens qui critiquent, de les mettre à la place justement de ces dirigeants pour voir ce que vont faire. C'est vrai, ben c'est vrai, je partage, hein, tout à fait d'accord. Beaucoup ne se rendent pas compte finalement hein, de ce que c'est. On a l'habitude de taper parce que c'est facile de le faire, mais beaucoup ne se rendent pas compte finalement de ce qu'est la fonction d'un dirigeant de club, peu importe le niveau finalement. Mais évidemment, en allant avec le niveau, c'est d'autant plus compliqué, mais c'est vrai que beaucoup ne s'en rendent pas compte.
Non, je vois ça régulièrement. Je vais vous dire pourquoi. Près du bâtiment de la fédération, où nous sommes encore toujours, on n'est pas encore en Tubis, bien qu'on y va le jeudi pour les séances. Il y a la buvette du reste des jets qui est ouverte 7 jours sur 7 et qui fait des plats du jour. Et donc, quand je n'ai pas de rendez-vous, pas de réunion, etc., ben, autant aller chez, c'est un secret pour personne, j'ai mon ami René Creus qui est là-bas, autant rencontrer ça. Et puis, en plus, Bien les gens sûr. des clubs savent très bien que je suis là régulièrement. Et donc, quand ils ont quelque chose à demander, en général, ils passent par C'est là pour voir si pratique, je ne suis voilà. pas. Et donc, ça me permet aussi de voir le travail d'un club. Et quand je vois René Creus, 85 ans, le Sécu, il est là tous les jours aussi, hein, le président des jeunes, ils sont tous les trois là, tout le temps. Et ils sont toujours sollicités. Et je suppose que si ça se fait là, ben, ça se fait aussi ailleurs. Bien sûr. Et donc, ces gens-là le font pour leur plaisir. Ils ont beaucoup de soucis, hein, notamment avec les packages pour les jeunes, parce que ça, c'est vraiment un truc, je veux dire, énorme, mais aussi avec d'autres problèmes. Et je sais que j'ai bonne conscience de la charge de travail, de la charge de stress, de la charge de soucis que tout cela génère. Et ces gens-là restent, continuent. Moi, j'ai une peur ici avec le Covid où les gens ont été évidemment nettement plus inactifs, qu'ils ont appris à connaître autre chose. Et d'ailleurs, je l'ai déjà entendu à gauche et à droite, Oui, tout à des fait. gens qui disent les gars, je termine la saison puis j'arrête. Parce que voilà, j'étais pendant le Covid, on a fait d'autres activités. J'ai eu l'occasion d'être auprès de ma famille, j'ai eu l'occasion de faire d'autres activités. Et c'est la vie, ça aussi. Et Tout donc, à fait. moi, j'ai une peur, j'ai vraiment une peur pour nos clubs de perdre pas mal de dirigeants. Et donc, ce serait bien qu'à un moment donné, nos hommes politiques en général, et je ne parle pas des politiques régionaux, parce qu'à Bruxelles, on n'a sûrement pas à se plaindre, on réfléchisse au statut du bénévole, on réfléchisse à une rémunération correcte, 100%, qu'on matraque avec des taxes, etc., les gens qui travaillent. Et donc, il faut rémunérer d'une façon correcte, ne fût-ce que pour justifier auprès de madame ou de monsieur, parce qu'il y a de plus en plus de dames qui sont actives Bien dans les clubs. sûr. Ces absences, c'est 7 jours sur 7. Le soir, c'est les entraînements, c'est le soir, donc on bosse la journée. Le soir, on est au club. Le samedi, le dimanche, on est là pour les matchs, on est là pour organiser les festivités, etc. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument régler. C'est la rémunération du bénévole d'une façon correcte. C'est ça. Ben là encore, évidemment, tout à fait d'accord. C'est toujours aussi agréable d'entendre ce genre de discours en espérant qu'il soit entendu, hein, et le plus haut possible. Donc, merci en tout cas pour Voilà. ce cette première mi-temps. On a encore des choses à voir en deuxième mi-temps. On marque une toute petite pause et on se retrouve juste après pour la deuxième mi-temps. OK. De retour déjà, les pauses vont vite, hein, je vous l'avais dit, donc on est, vous le découvrirez, sur le terrain, donc ça y est, cette fois-ci, on était dans le vestiaire en première mi-temps, deuxième mi-temps, on est sur le terrain, on a mis nos habits de lumière si ce n'était pas déjà le cas, et on va parler évidemment de quelques sujets, bon il y en a quelques-uns, je pense qu'on aurait pu en choisir énormément, et on aurait largement de quoi faire une dizaine, voire plus d'émissions ensemble, mais on se devait de revenir évidemment sur notamment les problématiques de l'arbitrage. On enchaînera, je le dis directement aussi, sur malheureusement les faits de violence et les actes de violence qui sont encore trop souvent légion, notamment en région bruxelloise. Mais ici, l'idée, c'était d'abord de parler un petit peu de l'arbitrage et des problématiques finalement que tous les clubs rencontrent au fait de trouver des arbitres, de former des arbitres, et puis de conserver cette envie pour eux de rester dans l'arbitrage. Oui, bien sûr. Mais vous savez, j'ai été celui qui a fait lancer la première campagne pour l'arbitrage il y a très très longtemps. Pour ceux qui se rappellent, la fameuse affiche carton rouge à tout le monde, Ouais. sans arbitre, Moi, je me souviens, ouais. carton rouge à tout le monde. Et donc, ça avait été d'ailleurs sponsorisé à l'époque. Ça aussi, c'était une première, parce que ça n'avait pas coûté un centime à la fédération. Et j'ai toujours été persuadé que là où on doit fournir le plus d'efforts, ce n'est pas dans la prospection, parce que des nouveaux arbitres, on en a quand même régulièrement. Il y a une demande. Je crois que le problème, c'est de les garder. Tout à fait. Et les garder, il y a plusieurs choses qui posent, à mon sens, problème. Je ne vais pas me faire des amis là. C'est l'encadrement. C'est l'encadrement. Je ne parle pas d'encadrement technique, hein, les gens qui vont former les arbitres Bien sur le sûr. terrain, etc.
Mais ce qui est important, c'est ce qui se passe avant et après les matchs aussi, ce qui se passe pendant la semaine. Et donc, avec le GAP, avec Alexandre Boucaud et le président du bureau arbitrage du Brabant, nous allons lancer un programme d'activités pour les jeunes arbitres. Et c'est déjà un appel que je fais ici vers les jeunes arbitres. Nous allons organiser des activités une fois par mois, enfin de toute façon périodiquement, où évidemment il y aura l'apport technique, et ça, ce sera le boulot du bureau arbitrage, vraiment, je ne voudrais sûrement pas m'en aller, mais où on fera aussi des activités ludiques, agréables pour nos jeunes arbitres, et aussi, je veux dire, focalisées sur leurs intérêts des jeunes. Parce que, bon, il est un fait évident qu'un tournoi de pétanque, si vous n'avez chez un gamin de 20 ans avec un tournoi de pétanque, ça ne marche plus, quoi. Hein. Donc, il faudra trouver des activités un petit peu plus modernes, un peu plus à jour, peut-être inviter aussi des personnalités un peu plus intéressantes. Oui. On peut commencer d'ailleurs par Alexandre Boucaud, parce que bon, il est quand même en division 1, et il peut amener quelque chose. Et donc, le but, c'est de recréer cette entente entre les arbitres, surtout à Bruxelles, bien entendu, mais dans le Brabant en général, qu'ils puissent parler entre eux des problèmes qu'ils rencontrent, qu'ils peuvent s'adresser à un arbitre un peu plus âgé, plus expérimenté, pour demander, tiens, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais, etc. Tout à fait. Et je crois que ça, ce sera important. La deuxième chose qui est importante aussi, et je suppose qu'on en parlera par après aussi, c'est l'attitude autour des terrains. Je viens encore de recevoir, pas plus tard que tout à l'heure, un commentaire, je vous assure, 2 pages, hein, d'un coach de U11 concernant l'arbitre du match. On va, quoi. Mais oui, même si c'est vrai. Même ça fait partie du deuxième point, mais on peut en discuter en même temps de toute façon. Mais là aussi, c'est un énorme problème qui ne fait que grandir finalement. On n'a pas l'impression que ça va en s'améliorant. Voilà. Et là, encore une fois, ce qu'on va devoir faire, c'est auprès de nos jeunes arbitres qui n'ont peut-être pas toujours eu l'éducation requise, de comment réagir dans une situation de stress au niveau de l'assertivité, etc. On peut peut-être leur donner des conseils. Fut un temps, on avait réalisé ça d'ailleurs avec Benjamin Vasseur, on avait fait une réunion sur l'assertivité avec une société qui s'occupait des personnes qui contrôlent les parcs-mètres, etc., et qui sont aussi habitués au nom d'oiseaux. Ouais. Et voilà, et donc on avait fait ça par des professionnels. Donc ce genre d'activité, c'était important aussi, apprendre à ces jeunes comment ils doivent réagir à des moments d'agression, qu'elles soient verbales ou physiques. Mais je crois aussi que l'attitude, on va devoir aussi... Et bon, l'action parent fair play est une chose, mais derrière le conseil, il faudra le bâton aussi. Et là, croyez-moi que le comité provincial aujourd'hui est bien décidé. Ça fait 2 semaines d'affilée qu'on doit traiter des faits de coup sur l'arbitre. Hein, c'est inacceptable, quoi. Et donc, il est un fait évident, c'est qu'aujourd'hui, le comité, c'est un avis à tous ceux qui ont encore envie de faire les idiots sur un terrain, ça va tomber, quoi. Hein. Ça suffit. Mais c'est bien c'est bien évidemment de le dire. Nous, on se fait fort de relayer ce genre de choses aussi. Très honnêtement, je pense que beaucoup en ont ras-le-bol. Honnêtement, vraiment le plus poliment du monde, beaucoup en ont ras-le-bol parce que finalement, ça pourrit le milieu, ça pourrit l'image qui parfois n'est pas toujours glorieuse. Donc, il y a déjà du travail de fond qui doit être réalisé au quotidien pour valoriser ce milieu du football amateur qu'on aime. C'est clair que ce genre de choses qui malheureusement est systématiquement alors reprise dans tous les médias de Belgique et parfois même plus loin, évidemment que ça n'aide pas. Donc, à un moment donné, il faut que ça s'arrête complètement. Évidemment, c'est difficile, mais il faut au moins être intransigeant, et vous l'avez bien dit sur les sanctions. D'ailleurs, il y en a qui sont tombés. On avait eu, nous, quelques messages, on les salue, avec le club de Saint-Michel, qui avait eu son arbitre. On ne va pas refaire le détail, parce que le but n'est pas de mettre ça en avant, loin de là. Mais par contre, il y a effectivement des sanctions lourdes qui sont tombées. Une personne, sans les citer, ça n'a pas d'importance, mais une personne qui a été radiée à vie, et une deuxième personne pour une autre histoire, qui a été suspendue 3 ans aussi. Donc là encore, voilà, ce sont des sanctions fortes, mais très honnêtement, je pense qu'elles seront comprises et appréciées par l'ensemble du milieu. L'important aussi, c'est de souligner la rapidité avec laquelle nous avons travaillé. Hein. Donc ça s'est passé le week-end. Le jeudi, la décision tombait. Hein. C'est vrai. Donc, je veux dire, on
on laisse pas refroidir le truc. Mais Hein. c'est Donc, il bien n'est de voir plus. ce genre de choses parce que ça fait impact aussi dans le milieu et à un moment donné, il faut que les gens comprennent que si attitude déplorable et excessive, parce que c'est largement le cas, inadmissible en tout cas, à un moment donné, tant pis, c'est quasiment faire une croix sur les moments de plaisir qu'on essaie d'avoir au sein du milieu pour la personne concernée. Absolument. C'est ça. Je crois je l'ai encore dit hier à un jeune qui, pour des faits moins graves, bien entendu, après le match, tu fous la paix à notre arbitre. Ouais. Quoi qu'il se soit passé. Et bon, si en régional, chez les jeunes, l'arbitre n'est peut-être pas très bon, il est peut-être au niveau du football Mais bien qui est sûr. joué aussi. Mais bien Donc, sûr. on ne fera pas sur un gosse qui Et de rate un toute ballon. façon, quand Je ne bien vois pas même pourquoi. l'arbitre soit bon ou pas bon, évidemment, c'est plus facile quand il est bon pour certains de bien se comporter, mais rien ne justifiera jamais les insultes, les faits de violence, ce genre de choses. Enfin, ça n'a pas sa place dans un milieu du football amateur où à la base, même si beaucoup l'oublient au quotidien, à la base, on est là pour prendre du plaisir et après pour boire un verre entre amis et autres, pour ceux que ça intéresse en tout cas. Mais voilà, l'idée principale est celle-là. Et pour les enfants, qui soient là simplement pour s'amuser. Donc évidemment que c'est important. Je fais une petite parenthèse, je voulais revenir sur l'arbitrage. J'avais reçu, et je le salue aussi, Marco Simonini, arbitre maintenant professionnel aussi, qui lui aussi, quand on discutait ensemble de l'arbitrage, on avait mis le doigt notamment sur peut-être ce manque, sans critiquer, d'accompagnement et de communication, d'échange finalement entre les différents acteurs de terrain. Lui-même me disait, on s'en remet un peu à notre caractère personnel, on doit s'affirmer, on doit se... Mais effectivement, il y a peut-être... Moi, je suis un grand défenseur de la communication et c'est vrai qu'il y a peut-être encore quelque chose à créer pour que ça communique plus, pour qu'il y ait plus de liens entre les différents acteurs. Je suis entièrement d'accord. C'est pour ça que je dis ensemble avec le GAP. Et maintenant, bon, je vous dis, on a discuté en interne au niveau technique et puis maintenant, on va revenir vers le groupement des arbitres de Bruxelles pour mettre tout cela en place. Mais on va faire ça. Et je crois que le terme le plus important dans le cadre de cette action, c'est respect. Tout à fait. Et donc, pour avoir le respect, il faut aussi être respectable. Et là aussi, on va demander peut-être aux arbitres, mais on va le faire d'une façon, je veux dire, ludique et gentille. Ben, ils doivent être aussi respectables et ne Tout à pas fait. toujours se devoir. Parce qu'on connaît nos jeunes bruxellois aussi, il y en a certains que, ben voilà, il faut pas besoin, on n'a pas besoin de 10 allumettes pour les allumer non Oui, plus, tout quoi. à fait. Et donc, je crois qu'on doit leur apporter ça, parce que c'est aussi, je veux dire, important pour eux dans la vie de tous les jours, au niveau du boulot, au niveau de l'attitude, etc. Je crois que l'arbitrage, là je fais de la pub pour ceux qui ne se sont pas encore, l'arbitrage, c'est pour un jeune de l'argent de poche, faut le dire, et puis c'est une école de vie, Oui, on apprend à décider, et pas 3 heures après, il faut décider tout de suite. bien sûr. Il faut faire face à la contestation. Il faut gérer 22 acteurs sur le terrain. Et donc, je crois que pour un jeune aujourd'hui qui se sent capable de le faire, parce que c'est pas évident, je vais vous avouer que moi-même, j'ai essayé et j'ai arbitré 2 matchs dans ma vie et puis j'ai vite compris que je n'étais pas fait pour ça. Mais c'est vrai, parce que c'est loin Euh, d'être évident. mais il y a des jeunes qui sont faits pour ça. Oui, tout Et à on le fait. voit tout de suite. C'est comme un joueur de football. On le voit tout de suite. Et je crois que là, on doit être à ce moment-là derrière eux pour les aider. Tout à fait. Et j'ajouterais même, puisque Marco nous l'avait signalé aussi, je trouvais ça très intéressant, il avait eu une réflexion que je trouvais très positive, c'est qu'il jouait au football, hein, il aimait ça. Lui disait qu'il venait le week-end aussi pour prendre du plaisir. Certes, il n'a pas le même rôle dans la rencontre, mais lui aussi avait le souhait de prendre du plaisir. Et puis, le rôle de l'arbitre, finalement, il y a aussi de réelles perspectives de carrière et d'évolution. Marco en était un bon exemple. Il s'était dit à un moment donné, en tant que joueur, je sens que Ouais. je ne vais pas aller très haut forcément. Le voilà arbitre professionnel et c'est effectivement un très bon exemple aussi. Et il y a des perspectives encore plus intéressantes au niveau de l'arbitrage féminin. Ben, en plus, voilà. Les jeunes dames et demoiselles qui s'intéressent de plus en plus au football, venez, parce que là, je veux dire, une carrière internationale, pour autant qu'on ait les qualités requises, bien entendu, peut encore être beaucoup plus rapide que chez les Tout garçons. à fait. Et Mais donc,
Là encore, justement, on avait reçu Sylvie Dekers, que je salue aussi, qui est une Ah ben, arbitre voilà. voilà, francophone qui maintenant arbitre en Score Super League, qui justement voilà, nous avait fait part de tout ça. Là encore, c'était un bon exemple. J'ai encore juste une petite question et après on va clôturer le dossier sur l'arbitrage parce que, évidemment, comme je l'ai dit, hein, ça peut déborder, ça on s'en doute, mais certains messages nous ont été envoyés en nous demandant, certains en tout cas ne comprennent toujours pas pourquoi un arbitre doit être affilié à un club. D'après eux, ça crée aussi finalement des tensions. Pourquoi? Parce que certains clubs prennent le plaisir d'aller regarder l'affiliation qu'a l'arbitre et du coup interprètent un petit peu sa manière de siffler en se disant il est affilié dans tel club, donc il a plus d'intérêt à ce que... Voilà, vous connaissez ça certainement mieux que moi, mais est-ce que là, à un moment donné, un jour, il y a pas une possibilité de changer quelque chose? Pourquoi il n'existe pas finalement une forme de mini-structure réservée aux arbitres? Tout est envisageable, bien entendu. Il faut savoir que la plupart des arbitres viennent en général des clubs de foot. Bien sûr. Il y a le volet assurance. Quand on est affilié à un club de football, on est assuré par le fonds, enfin, c'est plus le fonds de solidarité fédérale maintenant, c'est un système similaire. Mhm. Et donc, c'est aussi une problématique d'assurance. Maintenant, je trouve qu'un arbitre, s'il a un lien avec un club, ça n'est pas mal non plus de rester au contact. Parce que si on, comme vous le dites aussi, si on reste dans sa tour d'ivoire et si on commence à séparer complètement l'arbitrage du football, on ne va pas aller dans la même Non, non, direction. ça c'est sûr. On ne va pas. Vous savez, moi j'ai entendu des gars qui me disaient oui, mais il faut adapter la compétition aux exigences de l'arbitrage. Ça c'est déjà dit aussi, quoi. Non, Non. non. Ah, Le jeu, c'est le bien principal. sûr. L'arbitre en est un des acteurs. Et donc, on doit continuer à vivre ensemble. Et je trouve que c'est pas plus mal parce que bon, il y a quand même pas mal de clubs qui ont la bonne habitude d'équiper leurs arbitres. Voilà, pour un jeune arbitre qui commence, s'il peut avoir un petit soutien grâce à ça, c'est pas plus mal. C'est Parce vrai. que bon, il y a son équipement d'arbitre au match, mais le garçon, s'il veut quand même évoluer un peu, il doit s'entraîner, etc. Donc, il a besoin de matériel sportif, de chaussures différentes, etc. Et Dieu sait que chez nos jeunes bruxellois, ils ne sont pas tous nantis et ne disposent pas non plus toujours des moyens financiers que pour s'équiper correctement. Et donc, tout ça fait que moi, je ne trouve pas vraiment que ce soit un frein à l'arbitrage que de devoir être affilié à un club. C'est ça. Un Évidemment, frein, il y a non. toujours... Maintenant, ça crée parfois, malheureusement, certaines tensions par rapport à l'affiliation de. Ça existe en tout cas. Maintenant, il n'y a pas de Oui, solution oui. idéale, hein, on s'entend. Non, non, il est un fait évident, mais je vous dis ça, ça a un coût aussi, Bien sûr. qui est inévitablement, tôt ou ttard, puisque la fédération, c'est les clubs, va retomber sur les clubs aussi. Imaginons maintenant qu'on dise, voilà, un arbitre ne peut pas être arbitré à un club. Okay. Qui va payer l'assurance? C'est la fédération. La fédération va devoir aller chercher l'argent. Où ça? Dans les clubs. D'accord? C'est Et puis, ça. vous avez encore des arbitres, ce qu'on appelle les arbitres de la catégorie H, qui sont des arbitres, mais qui jouent au football aussi. On a encore des gamins de 16-17 ans qui jouent dans le club le samedi et le dimanche, ils vont faire leur match en tant qu'arbitre. Et tout ça ne serait plus autorisé à ce moment-là. C'est ça. Maintenant, offrir les deux possibilités, why not? Mais dites-vous bien qu'il y a un affilié individuel aujourd'hui à la fédération, il doit payer, je ne sais plus combien, mais il doit payer un certain montant pour ne pas être affilié. Hein, je parle du statut de certains entraîneurs, etc. Et donc, inévitablement, on parle toujours du nerf de la guerre à ce niveau-là aussi. Et donc, Exactement. il y a à manger, à boire, mais moi, je ne trouve pas ça mal qu'un arbitre ait un lien avec un club ou avec son club, parce qu'il est aussi, à ce moment-là, quand même plus près des réalités et de ce à quoi sont confrontés les dirigeants et les équipes. C'est ça, ben, très bien, merci. On a eu ben, voilà, votre retour, c'est le but aussi. Dernier point pour cette deuxième mi-temps hein, qui continue à avancer vite, évidemment. Des messages, on en a reçu plusieurs, hein, mais voilà, dernier point, on voulait une petite réponse. Certains nous ont envoyé, beaucoup parlent d'un rajeunissement des cadres. Alors, n'y voyez pas une attaque personnelle, hein, on ne parle pas de vous à titre personnel, mais certains nous ont dit est-ce qu'il ne serait pas temps d'envisager un rajeunissement des cadres dans certaines structures dirigeantes pour que la vision colle plus à la société actuelle dans laquelle on évolue. Vous parlez à un convaincu. Ah, ben voilà. Moi, parce Tout que le là, monde ne l'est pas. j'en suis un des dirigeants principaux, mais dites-vous bien que je ne suis pas entouré de vieux schnocks Et bien au sûr, on Brussels n'a pas dit Football. ça. Hein.
Et Benjamin, je crois qu'il est Benjamin est un bon un exemple. des plus âgés. Je crois que j'ai une personne qui a 50 ans et puis tous les autres sont des trentenaires en Mais général. comme Hein. je disais, on ne Donc, parlait pas que du Brabant ou de Bruxelles, on parle de manière générale. Il y a l'Union belge, il y a la CFF, je veux dire, voilà, il faut voir écoutez, large. je me dois de vous donner une réponse diplomatique, mais je suis entièrement d'accord. Je crois aujourd'hui, je suis persuadé aujourd'hui, mais il faut les bonnes personnes. Bien sûr. Parce que être jeune, ça veut tout dire et ne rien Ouais, dire. ouais, bien sûr. Il faut tout dire. Et des gens sensés, quand même avec une certaine expérience au niveau du football, et pas uniquement sur un terrain, hein. Oui, Parce oui, que celui qui a son expérience sur le terrain ne sait rien du tout de ce qui se passe en interne dans la gestion. Et donc ce qu'il faut surtout, ce sont des gens, lorsqu'ils sont dirigeants de la fédération, qu'ils pensent fédération et qu'ils ne pensent plus club. Parce que l'intérêt individuel de certains clubs ou de clubs, c'est l'intérêt général qu'il faut voir. tout à Et fait. donc, il faut gérer je veux dire, en tant que dirigeant de fédération. Et c'est là où ça bloque parfois, parce que ce sont des dirigeants de clubs, comment est-ce que je veux dire, leur club, c'est le centre du monde. Et quand on vient discuter sur un point, on dit oui, mais chez nous, dans le club, ouais, mais non, c'est pas comme ça. Il faut voir l'ensemble des. Voilà. Et donc, oui, moi, je suis pour les jeunes, pour résumer, je suis pour les jeunes, mais je suis aussi, il faut un apport quand même, il faut une certaine expérience, mais il faut surtout penser, quand on dit dirigeant fédération, il faut penser fédération, il faut pas penser dans l'intérêt de la fédération et pas penser dans l'intérêt de certains clubs individuels. C'est ça. Ben, très bien. Là encore, merci, hein, c'est très clair et au moins on aura une réponse. Donc, celles et ceux qui nous ont envoyé ça, je ne doute pas du fait qu'ils seront attentifs à la réponse que vous aurez donnée. Donc, merci. On a abordé pas mal de points. Comme je l'ai dit, on est obligé de limiter hein, parce que sinon, on parlerait ensemble pendant des heures. On va déjà clôturer cette deuxième mi-temps. On a encore quelques petites choses à voir en troisième mi-temps. Simplement pour celles et ceux qui regarderont l'émission entre notre deuxième mi-temps de maintenant et la troisième mi-temps, sera comme chaque semaine intégré un coup de cœur. On met en avant voilà, une action solidaire, sociétale, innovante, peu importe, ou une initiative entreprise par un club qui mérite d'être mise en avant. Ce sera encore le cas cette semaine. Donc, je vous invite à découvrir cette séquence ici entre nos deux moments. Et puis, nous, ensemble, on se retrouve juste après pour la troisième mi-temps. De retour cette semaine encore, 15e semaine déjà dans votre émission dédiée au football amateur et à ses acteurs et actrices du quotidien. Ravi d'être encore avec vous pour une nouvelle séquence coup de cœur qui mettra à l'honneur cette semaine la FIFA. On va en savoir plus tout de suite directement avec nos deux invités cette fois-ci. Ils sont en duo et en plus je le précise tout de suite, c'est un trio magique de Julien. Donc aujourd'hui à mon avis on va bien s'entendre tous ensemble. J'accueille Julien Milquet et je fais un des sports de la cohésion sociale, des cultes, de la solidarité internationale pour l'administration communale d'Anderlecht. Bonjour Julien. Bonjour Julien. Et j'accueille également Julien Cuxac, coordinateur général de la FIFA. Bonjour Julien. C'est juste bonjour Julien. Ben Au voilà, pluriel. merci à tous les deux d'être avec nous. On va parler un petit peu ensemble de la FIFA, donc Football, Études, Famille, Anderlecht, une ASBL qui a été créée en 2005. Dites-nous d'abord un petit peu le principe même de la ASBL. Alors, le principe de la SBL, de cette SBL dont j'ai la présidence, c'est un moyen d'insertion des jeunes par le sport, c'est-à-dire qu'on utilise le football pour insérer les jeunes au mieux dans la société, dans leur scolarité. Donc, concrètement, c'est trois choses. C'est une équipe de foot qui est inscrite dans des championnats. C'est également une école de devoirs avec un suivi individuel des élèves et c'est également un accueil social psychologique des parents. Très bien, merci Monsieur Milquet. Monsieur Cuxac, justement, dites-nous un petit peu au quotidien, concrètement, comment ça fonctionne? Au quotidien, c'est la gestion de plus de 300 enfants entre 5 et 23 ans. Et donc, comme l'a dit justement Monsieur Milquet, en apparence, on a tout d'un club de football classique. Sauf que nos finalités sont socio-éducatives, puisque notre priorité est la réussite, ou en tout cas le soutien de la scolarité de ces jeunes-là, peu importe leur profil, peu importe leur âge. Et donc, on essaye aussi, en parallèle, d'accueillir les familles sur des problématiques qu'ils peuvent avoir au niveau socio-économique, au niveau de logement, au niveau administratif.
Et donc, c'est une approche globale qui a été pensée. Maintenant, on approche des 20 ans pour soutenir ces familles et dans un cadre qui, maintenant, cette année, est beaucoup plus, pas dire prestigieux, mais en tout cas beaucoup plus luxueux, on a eu la chance d'avoir une toute nouvelle infrastructure. Mais ça, M. Ndiké va, je pense, en parler plus en détail. C'est ça. Très bien, bah, allez-y, enchaînez, hein, Monsieur Milquet, si vous voulez justement détailler tout ça. Voilà, et alors l'originalité, pour revenir un petit peu au concept, l'originalité du projet est qu'il est porté de manière tripartite, c'est-à-dire par la commune, c'est-à-dire que le personnel est de personnel du service prévention, les terrains et l'infrastructure appartient au service des sports et participe également le Sporting d'Anderlecht, qui est un petit peu le patronage de la SBL, et d'ailleurs l'équipe joue sous le matricule du Sporting d'Anderlecht et également l'Athénée da Vinci. Et alors, au niveau de l'infrastructure, comme l'a dit Julien, ça a beaucoup bougé en 2021. C'est-à-dire que nous avons construit un tout nouveau bloc vestiaire et salle de réunion très moderne qui n'existait pas jusqu'alors. Et nous avons entièrement refait le terrain synthétique qui était, pour dire les mots, qui était quand même maintenant sacrément défoncé et qu'on a remplacé par un nouveau terrain synthétique en gomme bio en liège de dernière génération. Donc maintenant, le FEFA a une toute nouvelle tête. Top. Bah, Même écoutez, bravo. physiquement. Concrètement, au quotidien, vous avez, là, en termes de taille de structure, c'est combien de personnes, combien de familles, combien de collaborateurs? Donc là, je laisserai Julien me corriger, mais donc c'est plus ou moins 300 jeunes et un petit peu moins de familles, parce qu'on va dire 250 familles, parce que souvent des familles ont un ou deux ou trois enfants au sein de la structure, et les collaborateurs, Julien, on tourne autour de 6-7, quelque On est chose. 7, ouais, c'est ça. Voilà, 6-7. C'est ça, très bien. Merci. Ben, difficile de dire à chaque fois Julien, parce que fatalement on confond. Je veux chaque fois enchaîner entre les deux. Mais donc je suis obligé de repréciser votre nom de famille, hein. Désolé, mais c'est pour être sûr de ne pas confondre. Donc Julien Cuxac, les valeurs dans le quotidien, j'ai vu qu'elles s'orientaient autour de la citoyenneté, la responsabilité, la bienveillance, la solidarité. Ce sont des choses que vous véhiculez au quotidien avec la FEFA. Oui, tout à fait, puisque bon, notre objet social, c'est une insertion citoyenne, c'est un développement citoyen. Ça passe effectivement par la scolarité, mais on est vigilant et on a à cœur, en tout cas au quotidien, de mobiliser notre public autour de ces valeurs. Bien Donc, sûr. quand on parle de responsabilité, c'est sûr que quand on parle de développement citoyen, on a envie que ces jeunes, une fois grands, une fois adultes, participent activement à la société belge. Et donc, la responsabilité, c'est évidemment quelque chose d'important. De même, la solidarité, on a envie aussi de construire des adultes solidaires et soucieux de ce qui se passe dans leur environnement. Donc voilà, c'est vraiment un projet socio-éducatif au sens large. Et je précise, puisqu'on a cette année un tout petit peu moins de 330 membres, mais que notre champ d'action, on a à peu près 600 bénéficiaires, puisqu'on réalise aussi le soutien scolaire pour l'Athénée da Vinci, pour le secondaire et pour le primaire. Et qu'on a l'occasion ici et là d'aider d'autres jeunes, d'autres familles. Donc ça fait un peu moins de 600 bénéficiaires à l'année. C'est ça. Bah, écoutez, là encore, bravo évidemment. Je fais un petit clin d'œil à notre invité du jour de l'émission, Monsieur Marc Rosens, président du CP Brabant et Bruxelles. On parlait notamment, et on va en parler un petit peu ensemble, on parlait notamment de ces, malheureusement, hein, c'est un aspect négatif, mais de la violence qui se décuplait au fur et à mesure des semaines, parfois même des mois et des années. Un projet comme le vôtre, justement, tend à faire évoluer les jeunes dans de bonnes conditions, à les accompagner. Dites-nous un petit peu sur cet aspect-là. Est-ce qu'on peut sortir quelque chose de positif par rapport à tout ça? Oui, alors on essaye d'en sortir du positif. Le contexte n'est pas toujours simple, ça je Bien pense que sûr. tout le monde est plus ou moins au courant. Mais on a des champs d'action. Donc cette année, on a deux projets importants sur la citoyenneté. Un qui touche la propreté publique et le bien commun d'une manière large, mais la propreté publique. Et on est soutenu par Bruxelles Environnement sur ce projet-là. Et donc, chaque mois, on mène des actions de propreté, d'ateliers pédagogiques à ce sujet-là. Deuxième projet qu'on a lancé aussi cette année, c'est un projet en collaboration avec le BX Bruxelles et la SBL Sport2Be. Il s'agit du projet d'insertion professionnelle, donc je l'ai dit, autour du ballon, qui veut qui veut en tout cas établir des ponts entre ces jeunes qui sont en fin de scolarité et le monde de l'emploi pour faciliter leur insertion professionnelle et socio-professionnelle.
Et donc, on espère que par ces deux biais-là, c'est pas les seuls, mais en tout cas, cette année, on a mis l'accent sur ces deux, faire des adultes qui soient soucieux et respectueux du bien commun et le football. Et hier, il y a eu un reportage sur Canal+, pour pas le citer, sur l'arbitrage. Très bon reportage, ça donne des idées justement, parce on se doit de préserver ce bien commun qui nous réunit. C'est ça. Très bien, merci Monsieur Milquet en tant que président évidemment de la FEFA, mais aussi échevin des sports, notamment de la commune d'Anderlecht. Évidemment, ce sont des valeurs auxquelles vous accordez beaucoup d'importance. Évidemment, parce que le sport, c'est un outil en soi de développement personnel, de promotion de la santé. Ça amène aussi à avoir une alimentation saine. Donc, il y a tout ce qui est purement corporel, on va dire. Mais il y a également tout ce qui concerne, le sport, c'est également un outil de cohésion sociale. Et on sait que ce genre de thématiques sont très importantes, surtout dans ce cas-ci. Nous sommes situés dans le quartier de Kuregem, un quartier multiculturel, un quartier où les familles rencontrent énormément de difficultés sociales. Donc, c'est également un événement dans le quartier, en fait. Ce n'est pas une maison de quartier, mais c'est évidemment un lieu de cohésion sociale qui est très important dans le quartier. Au-delà du football, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de scolarité, c'est un lieu de cohésion. Et c'est évidemment ça qu'on a à cœur d'augmenter aussi de plus en plus. D'ailleurs, au niveau notamment de la violence, parce qu'on sait que c'est malheureusement quelque chose qui existe dans le foot amateur, des violences sur le terrain, des violences avec les parents, etc. C'est d'ailleurs un phénomène que l'on connaît à notre niveau très très peu. C'est vraiment très très rare. Le dernier incident, et je parle bien d'un incident en date d'il y a 3 ans, sur le terrain, nous n'avons quasiment jamais aucun problème. Tout se fait avec énormément de respect. Et évidemment, on essaye de maintenir le cap de ce point de vue-là. Top. Écoutez, merci, bravo évidemment à tous les deux et puis à tous les collaborateurs qui œuvrent avec vous au quotidien. On arrive déjà tout doucement à la fin de cette petite séquence. Très concrètement, d'abord, Monsieur Cuxac, comment on fait la FEFA pour vous retrouver si des gens qui nous écouteraient seraient intéressés à l'idée de vous rejoindre, des familles ou autres? Alors, c'est assez simple. On a un site internet www.fefa.be. On est également présent sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et LinkedIn pour les professionnels. Très bien. On mettra de toute façon un lien dans le post ici de notre petite séquence entre nous. Dernière chose, messieurs, on clôture toujours avec un petit clin d'œil. On sait que c'est pas toujours évident, mais c'est peut-être le moment de passer parfois des messages aussi d'espoir, notamment par rapport à la période difficile qu'on vient de vivre. On ne va pas reparler du Covid, c'est pas le but du tout. Mais on termine toujours par un petit clin d'œil qui s'appelle la baguette magique. On vous demande à chacun d'essayer d'oublier une fraction de seconde les difficultés du quotidien. On vous donne une baguette magique. Quel est le souhait, quel est le rêve, notamment pour la FEFA? Je vais commencer. Peut-être 2 choses. La première est déjà en partie réalisée, c'est-à-dire que depuis quelques années, nous avons également lancé des équipes de filles. Nous avons notamment créé en lien avec le Sporting d'Anderlecht et les RSCA Women la Girls Foot Academy, donc qui marche bien. On a maintenant plusieurs dizaines de filles. La première chose que je ferai avec la baguette magique, c'est d'accentuer et d'arriver dans quelques années à une mixité complète, c'est-à-dire moitié de filles, moitié de garçons. Et alors, la deuxième chose que je ferais si j'avais une baguette magique, ce serait, pour le plus long terme, d'accentuer le champ d'action du FEFA au niveau du football, c'est-à-dire de développer une équipe de futsal, une équipe de beach soccer en été et également de créer une équipe de e-sport. Ça, c'est si j'avais vraiment les financements là tout de suite et davantage de personnel, c'est ce que je ferais là tout de suite. Très bien, merci. Espérons que les messages soient entendus. Je m'associe à ces souhaits, particulièrement ici en cette fin d'année. C'est le moment d'espérer pas mal de choses. Monsieur Cuxac, allez-vous. À vous, pardon. Moi, je vais avoir un message plus large, moins centré sur le FEFA en tout cas. Si j'avais une baguette magique, ça serait pour une prise de conscience collective sur ce bien commun qui nous unit. Le football, c'est avant tout une passion, que ce soit pour les arbitres, les enfants, les parents, les coachs, les staffs. Et donc une prise de conscience pour que au bord des terrains, on soit vraiment... on prenne vraiment du plaisir, parce qu'on en prend. Malheureusement, des fois, ça ne se passe pas comme on le souhaiterait. Donc, on aimerait qu'il y ait plus de parents, plus de supporters bienveillants. Voilà, tout ce genre de choses qui nous réunit, qui donnent le sourire à la fin du week-end.
Très bien. Ben là encore, hein, je ne peux que m'associer à ce genre de souhait. Nous, on milite chaque semaine pour, évidemment, la médiatisation du football amateur, mais aussi le fait de démontrer qu'il peut y avoir des belles choses et que beaucoup ont on va dire, des paroles sensées, des souhaits sensés, notamment, ce qui pour nous est le plus important, c'est le fait de prendre du plaisir, comme je le dis toujours, peu importe qui on est, d'où on vient et le niveau auquel on évolue, c'est simplement de prendre du plaisir dans ce milieu compliqué, mais qui nous est cher. Merci beaucoup, messieurs. On clôture cette séquence coup de cœur comme ceci. Je vous souhaite évidemment le meilleur avec la FEFA et vous remercierez, vous féliciterez tous vos collaborateurs qui œuvrent avec vous au quotidien pour aider toutes ces nombreuses personnes. Merci beaucoup et excellente Merci à continuation. vous. Merci à vous. Merci à vous Merci. et d'avance, joyeux Noël à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Nous sommes déjà de retour pour cette troisième mi-temps. Là encore, les pauses vont vite. On est dans un décor, Monsieur Rosen, vous le découvrirez, ici un petit peu plus confortable, même si ça l'était déjà. On est dans la buvette, hein, derrière moi, donc même si, on peut se le dire entre nous, il est un petit peu tôt, moi je suis à l'eau pour garder les idées claires, hein, donc montrons le bon exemple. Je suis toujours à l'eau. Ah ben voilà, Pour ceux qui moi me aussi, connaissent, ou presque, voilà. je ne bois que de l'eau et du café. Ah bah Voilà. comme moi. Voilà, on démarre cette troisième mi-temps. Là encore, toujours, l'idée est d'en apprendre aussi toujours un petit peu plus sur vous, vos préférences, finalement, footballistiques, sous le ton de l'humour et de la détente, évidemment. On démarre toujours cette troisième mi-temps par un deuxième quiz. Celui-ci est tout aussi simple que le premier. Il s'appelle « Vous êtes fan de ». Ok, je cite quelque chose et vous me dites la première chose qui vous vient à l'esprit. Il y a 10 questions de rapidité. Ok? D'accord. Alors, vous êtes fan de une équipe belge, Anderlecht. une idole de votre jeunesse, Colorado Imst. une compétition que vous auriez voulu jouer, Paris League. le meilleur joueur belge actuellement, Difficile. De Bruyne. De Bruyne, le meilleur joueur belge de tous les temps, De Bruyne. De Bruyne, un geste technique, La talonnade. la talonnade, une équipe dans laquelle vous auriez rêvé jouer, Real Madrid. Real Madrid, un entraîneur mythique, Koutals. Koutals, le meilleur joueur du monde actuellement, Ronaldo. Ronaldo, le portugais ou le brésilien? Ah non, le Portugais. brésilien, je dis de bêtises, il a terminé depuis longtemps. Le Non, portugais, non. Ouais. ok, Il vieillit le un me- petit peu maintenant, mais voilà, le meilleur gardien du monde actuellement, Courtois. Courtois. Et la dernière, une bonus, une expression bruxelloise. Santé. Santé. Et moi, je répondrai non, peut-être. Voilà. Très bien. Eh ben, merci. Elles sont passées, là encore. On en aura appris un petit peu plus finalement sur, voilà, sur vos préférences. On enchaîne toujours ensemble avec un petit moment souvenir. Là encore, c'est l'idée de se replonger dans les souvenirs. On ne saura pas évidemment tous se les remémorer ensemble. Donc, on demande toujours le pire et le meilleur souvenir, ou l'un des pires et l'un des meilleurs souvenirs. On commence par le pire. Le pire souvenir, il y en a deux en fait. Quand j'étais employé à la fédération en tant qu'à la trésorerie générale, c'est moi qui ai vendu le plus de blocs Z. Et j'étais au stade le fameux jour de Liverpool-Juventus et ce que j'ai vu là Ah ouais, était ça. Horrible. Et la deuxième chose, c'est quand j'ai été accusé à tort de propos discriminatoires vis-à-vis de la communauté juive, alors que justement on avait organisé un événement contre le racisme et où j'ai été vraiment attaqué de toutes parts de façon scandaleuse par des politiciens. Je ne citerai pas leur nom parce qu'ils sont actifs et je ne voudrais pas influencer les votes au moment où ils se présenteront devant les électeurs. Mais l'attitude des gens sans me demander ce qui s'est réellement passé. Et je vous explique en 2 mots. On avait dû exclure à l'époque une équipe de scolaires des championnats. Et moi, j'avais dit à la journaliste, on a été obligé de les exclure. Mais dans le sens où on n'avait pas dans notre arsenal disciplinaire d'autres possibilités. Et j'aurais trouvé ça beaucoup plus intelligent de leur donner de les emmener, je ne sais pas, à Brendonk ou à la caserne de Dossin à Malines pour leur montrer ce à quoi mène le racisme. Vous comprenez? Bien sûr. Et là, à l'époque, ici maintenant, l'idée fait son chemin, enfin. Hein, mais je veux dire, on doit à certains moments sanctionner peut-être
mais aussi avec des jeunes, leur donner l'occasion de comprendre. Et sur des sujets tels que le racisme ou la discrimination, quelle qu'elle soit, je crois qu'on doit pouvoir, en tant que fédération sportive, de temps en temps, leur amener justement ce qu'ils n'ont pas peut-être pas reçu, cette éducation qu'ils n'ont pas reçue, et leur dire, voilà, le racisme, ça mène à ça, la violence, ça mène à ça. Bon, voilà, c'est pour en revenir à... parce que ça, j'en ai vraiment force. Mais je comprends. Vraiment, c'est quelque chose, encore aujourd'hui, c'est une émotion profonde. C'est une blessure ouverte. Je comprends. Ben là encore, merci de nous avoir partagé, bon, malheureusement évidemment, ce mauvais moment, mais voilà, c'est bien de l'avoir entendu. Nous, de toute façon, ici dans l'émission, moi au quotidien aussi, je suis un grand défenseur du vivre ensemble. Donc voilà, toute forme de discrimination est systématiquement exclue. D'ailleurs, je défends régulièrement la notion d'inclusion, de tout type d'inclusion, aussi d'inclusion par le sport. J'ai d'ailleurs accueilli dans l'émission de nombreuses personnes voilà, qui aident et qui œuvrent sans relâche dans des domaines très difficiles. Donc voilà, effectivement, je ne peux que m'associer à ce discours-là. Et donc, on va mettre ça de côté maintenant. On passe à quelque chose de plus positif. Le meilleur souvenir ou l'un des meilleurs souvenirs. Oh, les finales de la Peugeot Cup et de la Groupe S Cup. Ah là là, j'en ai joué une, moi. J'en ai joué une en tant que capitaine en plus. Donc, et je l'ai perdu au penalty. Alors, j'en profite pour remercier aujourd'hui Thierry Dailly de nous avoir toujours aidés et soutenu dans la mesure du possible. Mais ça a toujours été une fête pour les clubs qui participent, pour les gens qui participaient, parce qu'il y avait pas mal de gens qui venaient, ils venaient au repas, puis ils venaient voir les deux finales, et puis parce qu'ils avaient trouvé l'ambiance tellement bien, ils revenaient chaque année. Et le fait d'organiser ça et d'être à la base de ça, parce que c'est mon bébé, ça. C'était, voilà, maintenant c'est un peu plus compliqué de par le fait que la province a diminué de 2 tiers. Ouais. Et donc, bon, voilà, oui, mais les moyens sont différents. Mais je suis fier et heureux parce que ça, c'est moi tout seul qui l'ai fait. Et avoir amené tant de joie pendant toutes ces années aux gens, pour moi, c'est quelque chose de très réconfortant. Très bien. Et bien là encore, hein, je comprends. Moi, je l'ai vécu de l'intérieur. Hein, donc, pour avoir été joueur, comme j'ai dit, bon, j'en ai joué beaucoup évidemment, mais voilà, c'est vrai que ce parcours, rien que là en finale, c'était exceptionnel. L'ambiance était particulière. On avait l'impression de jouer un peu notre coupe de, voilà, pas de Ligue des Champions ou autre, mais quand même, il y avait vraiment un sentiment particulier. Voilà, le but, c'était vraiment d'amener au football provincial amateur un encadrement professionnel. Oui, c'était ça. Voilà, on joue dans un stade quand même il est de nouveau pro maintenant. Oui, en plus, moi j'y avais joué aussi étant jeune, donc voilà, le sentiment était d'autant plus particulier. Et l'encadrement aussi, voilà. Mais l'encadrement aussi, mais c'est certain qu'arriver voilà, au stade du RWDM, évidemment, hein, ou Edmond Martens, c'est un sentiment assez incroyable. Donc voilà, évidemment, bravo, parce que des heureux, vous en aurez fait beaucoup, hein, tous ceux qui ont joué les finales, et je ne peux que confirmer. C'est ça mon plaisir. C'est ça mon plaisir. Ah ben voilà. Bravo évidemment pour ce point. On enchaîne avec, on a toujours dans l'émission normalement une minute prono. Bon, évidemment, vous n'étant pas à la tête en tout cas d'un club ou d'une équipe, parce qu'on reçoit de tout dans nos invités, l'idée est de faire un petit point qui risque d'être un petit peu négatif évidemment, parce qu'on a un petit peu peur, mais de faire un petit point prono Covid malheureusement. Beaucoup de gens ont un petit peu peur du deuxième tour. Quel est un petit peu votre sentiment par rapport à la situation et surtout à son évolution ici au deuxième tour? Je suis confiant. Confiant? Oui, je suis confiant. Je suis confiant. La seule chose qui m'embête un peu, c'est ces fichus tours finaux qu'on nous a imposés à nouveau, qui sont peut-être intéressants en Wallonie, mais à Bruxelles et dans le Brabant wallon, tous les retours sont négatifs. Et donc, on ne peut pas se permettre de retard. Regardez, aujourd'hui, on a des matchs en retard et on oblige les gens à jouer en semaine. Tout simplement parce que voilà, en P1 par exemple, pour le 15 mai, moi je dois donner mon participant au tour final interprovincial. Tout est serré. Imaginez-vous qu'au dernier match de championnat, il y a une réclamation qui est posée le 4e jour après le dernier match, parce que c'est le délai réglementaire, qu'il faille examiner la décision, puis elle va en appel, puis elle va en évocation. Là, on joue au tour final quand c'est en juillet. Et donc voilà, c'est ma seule crainte. C'est ma seule crainte, c'est que, voilà, les remises générales, etc., on va mettre les clubs dans des situations inconfortables, alors qu'avec l'ancien système, qui pour moi est le meilleur, c'est-à-dire le grand classique,
le championnat, le classement, fin de saison, le premier monte, les derniers descendent. Et s'il faut un descendant supplémentaire ou un montant supplémentaire, ben les classements sont là. C'est ça. Et c'est très simple. On a 1 mois et demi pour réagir sur toute réclamation, etc. Donc, on sait le faire dans une situation de confort. Ici, on risque l'urgence. Et en plus, maintenant, avec le Covid, mais je crois quand même qu'on va passer à travers. Tout ce que j'espère, c'est qu'évidemment, bon, je ne suis pas non plus ni politicien, ni quoi que ce soit, mais vaccinez-vous, vaccinez-vous, vaccinez-vous. Pour vous, pour les gens autour de vous, pour le sport que vous aimez, pour plein de choses, pour l'éducation des enfants, pour les écoles. Je dis, vaccinez-vous, vaccinez-vous. C'est ça. Ben là encore, voilà, le message est passé, on l'espère évidemment. Dernière précision, c'est encore une question qu'on nous avait envoyée aussi. À partir de quand, rappelez-nous peut-être rapidement, les championnats sont de toute façon, les classements sont de toute façon figés en cas, ce qu'on ne souhaite évidemment pas, mais en cas de pire situation, les championnats doivent s'arrêter au deuxième tour. À partir de quand est-ce que tous les championnats sont figés? Et donc les classements évidemment. Pour moi, je ne peux pas vous dire aujourd'hui, voilà, on va s'arrêter à tel moment. Le plus logique, c'est que si on n'arrive pas à terminer le deuxième tour, c'est qu'on tienne compte du premier tour. C'est ça. Ou alors qu'on fasse une moyenne sur la totalité des matchs joués, mais ce n'est pas juste, parce que tout le monde n'aura pas joué le même nombre de matchs. Voilà, ce n'est même pas une question de nombre de matchs, mais la qualité des adversaires. Oui, bien sûr. Tout le monde n'aura pas joué tout le monde, évidemment. Si vous avez joué tous les premiers du classement, vous aurez moins de points que si vous avez joué contre les derniers du classement. Tout à fait. Et donc voilà, ce sera si nécessaire des décisions très compliquées à prendre par la direction de la CFF. Et j'espère qu'on n'en arrivera pas là. J'espère qu'on arrive. En tout cas, en ce qui me concerne, moi, j'espère pouvoir. Mais j'ai bon espoir. Très bien. Bon, ben restons là-dessus. Hein. Moi aussi, j'ai de l'espoir. On en a tous. Donc, espérons finalement que le deuxième tour, malgré quelques complications, quelques difficultés que tout le monde devra comprendre de toute façon, espérons que les saisons puissent aller à leur terme. On enchaîne avec justement, je donne toujours la possibilité à notre invité d'adresser un message. Vous en avez déjà adressé quelques-uns. On vient de parler notamment un petit peu du Covid. Si vous deviez adresser un petit message à la communauté, que ce soit votre giron en termes de Brabant, Bruxelles ou autre, ou de manière plus large, dites-nous un petit peu quel message ce serait. Je crois qu'il y en a plusieurs, mais je vais la faire court. On parle de jouer au football. Ne stressons pas les gamins, ne soyons pas derrière eux. Il y a un coach, il y en a un seul. Que ces enfants puissent s'amuser. Ils ont le stress de l'école, la situation particulière qu'on vit actuellement. Les gosses n'ont pas besoin de se faire engueuler par leur papa parce que le papa veut se projeter à travers le gamin, etc. Que les gosses fassent leur sport dans de bonnes conditions et que tout le monde s'amuse le week-end grâce au football. Ça, c'est un tout premier, message. Le deuxième que je ferai passer, c'est qu'il faut être fier d'être bruxellois. Il faut être fier d'être bruxellois. Et que ce soit du nord de Bruxelles, du sud de Bruxelles, de l'est de Bruxelles ou de l'ouest, on est tous différents, mais on est tous les mêmes. J'aime bien la publicité de Benetton à ce niveau-là. Et je veux dire, soyons fiers d'être bruxellois. Et pour être fier de ça, il faut être exemplaire. On doit être plus exemplaire encore que n'importe qui. Alors, s'il vous plaît, qu'on arrête toutes ces attitudes et soyons fiers de notre communauté, de toutes nos communautés que nous avons sur Bruxelles. Pensons à ça. Pensons à l'image que l'on donne aujourd'hui au Brabant wallon. Pensons aussi à l'image que l'on donne en dehors de notre province ACFF et montrons que on est là. Moi, je me rappelle la première réunion qu'on a tenue après que la plupart de notre club ait rejoint la CFF concernant le label. Et donc, il y avait plusieurs dirigeants de la CFF présents, des Wallons, qui ne connaissaient pas Bruxelles. Et après la réunion, les gens étaient étonnés, vraiment, mais la qualité de cette réunion, la qualité des questions, j'ai avec le sourire, je dis, mais vous nous prenez pour quoi? Oui, c'est ça. Voilà. Vous prenez ces gens pour qui? Et ça, alors, on peut être fier. Et donc, c'est ça que je demande à nos jeunes, c'est ça que je demande à nos parents, c'est quelle que soit la communauté, quelle que soit la façon de penser, etc., montrer qu'on est bruxellois, qu'on est unitaire et qu'on est soudé et qu'on est exemplaire. Aujourd'hui, on ne l'est pas.
avec ce qui s'est passé ces 2 dernières semaines, on ne l'est pas. On est d'accord. Et donc, il faut absolument que ça change. Très bien. Mais merci là encore, évidemment, pour ces beaux messages. Moi, étant bruxellois, je partage, hein, bien sûr, et je suis fier d'être bruxellois. Donc voilà, tout le monde, je trouve, effectivement, devrait continuer à véhiculer ce sentiment tout en ayant l'envie, finalement, que ce soit quelque chose de positif et de renvoyer aussi, finalement, c'est comme ça que ça fonctionne, quelque chose de positif sur la notion de plaisir. Évidemment, je ne peux que partager, je le dis d'ailleurs quasiment toutes les semaines, peu importe qui on est, d'où on vient et le niveau auquel on joue, la priorité doit rester le plaisir qu'on prend à évoluer dans ce milieu qui nous est cher. Mais très bien, merci. On va déjà clôturer cette émission. Oui, ça va faire... Si vous permettez, oui, bien sûr, juste un petit message. Juste un petit message, parce qu'on a parlé beaucoup de Bruxelles. Je voudrais quand même rappeler aussi que je suis le Regional Manager du Brabant Wallon. Bien sûr. Que le Brabant Wallon est riche de leurs installations, ce qui, dans un passé assez lointain, n'était pas le cas, mais aussi riche de la qualité de ses dirigeants, et que le Brabant Wallon peut aussi être fier de cela, et que moi, je suis fier d'être aussi le Regional Manager, parce qu'ici, on a évidemment forcément parlé beaucoup de Bruxelles, mais il y a là aussi le Brabant Wallon, et il faut aussi reconnaître ici la qualité du travail des gens dans le Brabant Wallon, qui rencontrent d'autres problèmes. Ici, on n'a pas assez de terrain et on a beaucoup trop d'enfants. À l'inverse, dans le Brabant Wallon, c'est parfois un peu compliqué de compléter une équipe, et il y a aussi d'autres clubs qui ont des problèmes. Mais il faut bien une chose pour les côtoyer régulièrement, la qualité des dirigeants du Brabant Wallon, et vous en avez d'ailleurs été un, est fantastique. Hein, c'est vrai. C'est vrai, mais je confirme, hein, d'ailleurs, beaucoup nous entendront, j'en connais d'ailleurs de nombreux, et je les salue. Je ne peux que confirmer. Je les salue et je les remercie tous pour la qualité de leur travail. Eh ben, très bien. Là encore, le message est passé. Unité, c'est peut-être le mot sur lequel on va pouvoir clôturer. Dernière chose ensemble, on fait toujours, Monsieur Rosens, un petit bilan. On vient de passer quasiment 1 heure à discuter ensemble. Dites-nous un petit peu ce que vous avez pensé de cet échange et finalement de l'émission. C'est fantastique, c'est magnifique. Il faut continuer parce qu'on a besoin de ça dans le football régional, dans le football provincial, et on a besoin de cela aussi pour se profiler au niveau des autres régions où on est peut-être parfois mal compris, et donc des émissions comme la vôtre nous permettent quand même de se montrer, de dire qui on est et de faire connaissance avec nous. C'est ça. Ben, très bien, ben, c'est le but, hein. Donc voilà, vous avez bien résumé finalement tout ça. Nous, on va dans toutes les régions et dans tous les niveaux. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc j'estime, et comme je le dis souvent, que ce n'est finalement, vous en étiez encore un digne représentant évidemment aujourd'hui, mais ce n'est finalement qu'une infime partie des personnes extrêmement importantes et des intéressantes et des nombreuses personnes qui existent dans le milieu, à qui on peut donner la parole dans notre émission. Évidemment, on devrait au moins être une dizaine par émission, avec un nombre d'émissions conséquent pour pouvoir donner la parole à tout le monde, mais au moins, ça a le mérite d'exister et effectivement de pouvoir parler, de donner son avis sur de nombreuses choses et de se faire entendre, ce qui n'est pas toujours le cas. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce bon moment. Merci, on aura abordé de nombreux points. On se fera peut-être un match retour à un moment donné, puisqu'à mon avis, il y en aura d'autres. Et donc, au plaisir, en tout cas, je vous souhaite évidemment le meilleur dans vos activités. Et comme je le dis toujours, surtout de continuer à prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Absolument. Merci beaucoup. Merci. Et très bonne continuation. Merci. À vous aussi. Au revoir. Ouais. Au revoir.